Le 22 mai s'ouvre à Corté la consulte qui devait décider de la conduite à tenir. On n'y connaissait pas encore le texte du traité de Versailles, mais la rupture des négociations et la nouvelle que des renforts français se préparaient à passer en Corse laissaient deviner le proche avenir. Le 22 mai 1768, j'ai vécu cette journée, moi, Charles-Marie de Bonaparte. Et l'on viendrait me parler de tragédie le 22 mai 1768. Paoli a convoqué les délégués de toutes les communes. Il leur parle avec la sagesse et la mesure d'un père, du père. Il parle de palliatifs, de soumission temporaire ou de résistance acharnée. Il expose avec une lucidité parfaite, malgré son émotion, le problème et les diverses solutions possibles. Et il conclut. Mes enfants, c'est à vous de réfléchir et de décider. La réponse jaillit si prompte qu'elle colle à la dernière syllabe de sa conclusion. La guerra! La guerra! Alors, s'institue le débat. Le débat le plus tragique qu'Échille, Sophocle et Corneille eussent pu porter à la scène. Le père Mariani, recteur de l'université, vénéré pour l'exemplaire dignité de son existence, pour ses vertus d'éducateur, pour son prestige d'orateur, parle le premier. Il crie la guerre. Savent-ils contre qui ils vont combattre? Contre le roi très chrétien, le plus puissant des monarques et le plus redouté. Se lèvera-t-il parmi nous quelque Moïse qui tirera de l'eau des rochers? Quel Josué parmi nous arrêtera la marche du soleil? À moins de miracles aussi stupéfiants. Comment résisterez-vous à la nation la plus valeureuse du monde? Qui êtes-vous, pauvres gens? Une poignée d'hommes, dénués de tout, courageux. Ah, certes, mais devant d'innombrables adversaires, bien nourris, bien armés, bien entraînés, bien encadrés. À quoi servira le courage de citoyens dépourvus d'armes et de munitions, sans officiers, sans expérience? Parole de raison, parole sans écho. Tous ont la bouche cousue par le respect, mais aucun ne se rapproche du recteur. Alors bondit à la tribune le frère Leonardo Grimaldi, professeur de philosophie et de mathématiques à l'université. Les Spartiates n'en appelèrent ni à Moïse, ni à Josué. Ils étaient pauvres de moyens, mais riches d'enthousiasme et de foi. Ainsi de nous. Quoi? Pas d'expérience? Pas d'officier? J'affirme que 39 années de guerre sans répit ont fait de chaque Corse un soldat, un capitaine, un chef. Et ces milliers de chefs, après avoir suscité l'admiration des plus illustres philosophes, accepteraient d'être vendus comme des animaux de bas? Et nos morts, nos chers morts, comment nous jugeraient-ils? On ne meurt qu'une fois aux Corses. Autant mourir dignement. Il n'est pas de mort plus digne que celle que je vous propose. Si vous devez être vaincus aux Corses, faites en sorte que vos vainqueurs tremblent lorsqu'ils penseront à vous. On ne résiste pas à Fra Leonardo. L'assemblée frémissante, comme la forêt sous la tramontane, se dresse soudain et hurle « A guerra! A guerra! A guerra !» A guerra! A guerra! A guerra! La mobilisation fut la plus massive qu'on ait jamais vue depuis le début de la Révolution. Elle se fit dans un enthousiasme indescriptible que l'historien Ambrogio Rossi, partisan de la soumission, est bien obligé de constater. On vit des vieillards décrépits s'armer et exhorter les jeunes. Des femmes maudire leur sexe qui les tenait éloignés du combat. Des enfants prendre les armes et se joindre à leurs aînés. Pour la première fois, des contingents du Delà des Monts, notamment du Taravo et de la Rocque, viennent se joindre à ceux du Dessas. La voix farouche du Coulombe frappa la montagne, qui en envoya les échos aux gorges et aux forêts. Elle pénétra dans les maisons, rugit autour de l'âtre et rassembla une fois de plus hommes, femmes et enfants contre l'envahisseur. On obéissait plus ardemment que jamais à la fulgurante injonction de San Piero Gorso, à l'ordre impérieux qui remontait du fond des siècles. Gênes a tant fait que les vivants et les morts doivent se dresser. L'île était une coupe d'amertume, et si pleine
qu'une seule larme suffisait pour la faire déborder. Or, les pleurs coulaient comme un déluge. Chaque jour, venant des cantons les plus lointains, arrivaient à pied ou à cheval, des paysans vêtus de poils de chèvre ou de laine grossière, le bonnet tombant sur la joue. Des femmes passaient entre les groupes, roides, avec le regard des hallucinés. Elles prophétisaient la victoire et proclamaient « Le sang dont nous avons rempli vos veines n'est pas du sang de lâche. » Les premières opérations militaires ont lieu en juillet et août 1768. Elles sont désastreuses pour les Corses. Teguime, le Nebbio et tout le Cap Corse sont vaincus par Marbeuf et Grand-Maison. Puis le marquis de Chauvelin s'empare rapidement de Furiani, Luciane, Vignale, Borgo et pénètre en Casinque. Paoli, après avoir concentré 4000 hommes dans la montagne, contre-attaque. Chauvelin doit regagner Bastia en laissant une garnison de 500 hommes à Borgo. Les Corses attaquent depuis Luciane et s'emparent du premier poste avancé, seul point d'eau du village. Le lendemain, Chauvelin arrive en renfort avec 1400 hommes. Mais après une journée de combat, il doit rentrer à Bastia en ayant perdu 160 hommes et 4 officiers. Marbeuf est légèrement blessé. Le 10 octobre, la garnison de Borgo capitule. 50 officiers, 430 hommes, 3 pièces de canon, des vivres et des munitions tombent aux mains de Paoli. Côté Corse, c'est l'euphorie. Dans les garnisons de Bastia et Saint-Florent, la consternation. À Versailles, Choiseul prend les choses en main. Il rappelle Chauvelin et le remplace par le comte de Vaux, réputé homme cruel et connu pour sa haine envers les Corses. Sa nomination fait sensation dans l'île. Arrivé à Saint-Florent le 9 avril 1769, de Vaux met en place un dispositif important de plusieurs bases opérationnelles. Il dispose de 19 régiments d'infanterie, soit 38 bataillons et 10 compagnies du corps royal d'artillerie, équivalent de la moitié de l'artillerie française. À ces compagnies viennent s'ajouter 2 légions et les compagnies du génie, ainsi qu'un certain nombre de volontaires corses, soit au total 22 000 hommes. Côté Corse, depuis la mobilisation générale décrétée le 15 avril, Paoli dispose d'environ 12 000 hommes en armes, essentiellement des fantassins, parmi lesquels 2 compagnies de Prussiens et de Suisses, déserteurs de l'armée française. L'artillerie se limite à quelques pièces capturées à Borgo et qui ne serviront pratiquement pas. La valeur de cette armée corse est très inégale. La troupe à Pagate constitue un noyau solide. Le reste varie selon le lieu et les circonstances. Je fus capitaine d'une milice de volontaires, pour ne pas dire chef de bande. Mais de quelle magnifique, de quelle héroïque bande. Chacun traînait sur soi plus d'armes que de vivres, plus d'héroïsme que d'appétit. Quelques-uns possédaient des fusils anglais que des négociants de Londres avaient offerts aux soldats de l'indépendance, mais ils s'en servaient malaisément et préféraient leurs vieux mousquets. Depuis plusieurs mois déjà, des émissaires français distribuent dans chaque village de l'argent et des emplois dans l'armée pour obtenir leur aliment ou la promesse de neutralité au moment de la bataille. Du 25 au 30 avril, De Vaux concentre l'essentiel de son armée dans la plaine d'Olette.
Jusqu'au 4 mai, le dispositif d'attaque vers le sud se met en place. Au centre, le corps principal, commandé par Deveau, est installé autour du couvent d'Olep, composé de 20 bataillons, soit 8175 hommes, et précédé par une avant-garde de 950 volontaires de l'armée, sorte de commando de choc. Sur l'aile gauche, orienté vers la plaine de Borgo, Marbeuf dirige 5 bataillons et 134 cavaliers, totalisant 2738 hommes. Sur l'aile droite, Arcambal dirige 3 bataillons, 80 cavaliers, totalisant 1916 hommes. Le 5 mai à l'aube, Deveau déclenche l'offensive sur l'ensemble du front. L'axe de marche sera la chapelle de San Nicolao, située au-dessus de Murat. En une matinée, les principales défenses du Nebbio, entre Sorio et Murat, s'effondrent. D'Arcambal, qui a reçu 2 bataillons renforts, passe la crête qui sépare Piève et Rapale. Paoli, qui se trouvait à Murat avec Clément et ses autres capitaines, doit se replier en catastrophe, abandonnant artillerie et munitions. Le soir, l'armée française installe un camp retranché autour de la chapelle de San Nicolao. Le 6 mai, les garnisons corses de Bigorno, Lento, Canavaggia et Costa Roda se rallient à la France. Le 7 mai, Deveau se rend à Lento, il y installe son quartier général. Les troupes s'installent tout autour, à la chapelle San Cipriano au sud-est, à la chapelle San Cervone au nord, et plus au sud, sur une crête entre Canavaggia et Costa Roda. Le 8 mai, presque tous les Corses sont sur la rive droite du Golo. 2000 hommes sous les ordres de Gentile sont postés à Pontenove. Un détachement de 1000 hommes avec Gaffori attend à Pontelecce. Un détachement de 1200 hommes venus de Balagne attend à Pietralbe. Paoli, posté sur un promontoire de Val di Rostino, décide d'attaquer le premier pour déloger les troupes françaises de Lento. À l'aube, les 1200 balanins partent de Pietralbe à l'assaut de la Bocca di Tenda pour redescendre ensuite sur Lento. Mais malgré un renfort de 1500 hommes envoyés par Paoli, ils sont repoussés par l'arrivée de nombreux bataillons français. C'est un premier échec. Au début de l'après-midi, 2000 Corses passent le Golo à Pontenove sans être aperçus. À leur tête, Clemente Paoli. Selon le plan prévu, ils marchent sur Lento, où ils devaient faire la jonction avec les troupes parties de Pietralbe. Arrivés à la chapelle San Cipriano, ils sèment la panique parmi les volontaires de l'armée et provoquent un début de déroute chez les Français. Puis ils partent à l'assaut de la croix de Lento, monticule qui domine Canavaggia et Lento. Du camp de San Cervone, Deveau envoie alors 6 compagnies de grenadiers et la Légion pour empêcher la progression des Corses. Craignant d'être encerclés, Clément et ses hommes doivent se replier vers Pontenove, poursuivis par les volontaires et mitraillés par le régiment de la marine, arrivé en renfort. Pendant ce temps, 4 compagnies de grenadiers et chasseurs de Champagne descendent à marche forcée depuis Costa Roda vers Pontenove pour prendre les Corses de flanc et leur interdire de repasser le Golo.
Arrivés au pont, les Corses sont déjà décimés. Et malgré les sorties de Pelone et Tavera, les Français occupent les hauteurs et mettent un canon en batterie. Le piège se referme sur les miliciens qui se bousculent et s'entassent sur le pont, obstrué par un mur de pierres sèches. De plus, la garde du pont était assurée par une compagnie de Prussiens qui, par erreur ou trahison, ouvrent le feu sur les Corses, semant panique et confusion. Cette journée vit la chute de l'indépendance corse. Le courage des Corses fut si grand que vers une rivière nommée Golo, ils se firent un rempart de leurs morts pour avoir le temps de charger derrière eux. Leurs blessés se mêlèrent parmi les morts pour affermir le rempart. On ne voit de telles actions que chez les peuples libres. Ce moment coûta cher aux Corses. La nuit en sauva beaucoup qui étaient restés sur la rive gauche de la rivière, dans les rochers et les broussailles, et qui eurent la liberté de passer le pont, nos troupes s'étant retirées. La désolation est dans les familles d'en deçà des monts. Le bruit court que c'est le dernier puissant effort de Paoli. Comment osez-vous faire la guerre sans hôpitaux? Que faites-vous donc quand vous êtes blessé? Nous mourrons. Tels étaient nos partisans, les Spartiates. Rien ne me pèse autant que la faute que j'ai commise en participant à la conquête de la Corse. Ce ne fut pas une guerre, mais une entreprise d'assassinat contre des hommes entre tous fiers, ardents et fidèles. Les Corses n'avaient-ils pas des magistrats intègres et désintéressés dans l'exercice de la justice? N'avaient-ils pas un gouvernement respecté qui veillait avec zèle et probité au bien public? Et pourtant, cela était fait avec rien ou très peu d'argent. La petite université a produit plus d'adeptes des sciences que l'on en a vu dans les 20 ans qui ont suivi. Le bélier est signe de feu. Il est le guerrier.